Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur. C'est un plaisir de vous retrouver avec ce nouveau numéro d'Impression. Impression, le magazine du livre et de l'écrit de la 2STV. Au sommaire de ce numéro, dans les textes choisis, nous vous présenterons le livre publié cette année par Antoinette Tidjani. C'est une Jamaïcaine qui vit à Niamey, au Niger. Elle raconte en fait son histoire, l'histoire avec un homme qu'elle a rencontré à Paris, dont elle est devenue l'épouse, et elle est allée vivre au Niger avec son mari. Elle raconte donc l'histoire, une histoire d'amour et en même temps un choc culturel. Et dans le deuxième livre que nous vous présenterons, là nous avons fouillé dans la bibliothèque pour retrouver ce texte somptueux de Nemrod, Les jambes d'Alice. C'est une histoire d'amour pendant la guerre au Tchad, l'histoire d'un professeur qui est fasciné par les jambes de son élève, qui tombe amoureux de cet élève et qui entretient une relation, eh bien, qui arrive, et cette obsession arrive à le détourner de sa femme, qu'il aime toujours. Et dans la première partie de cette émission, nous parlerons de cet ouvrage collectif, un essai, Politisez-vous, avec un point d'exclamation, c'est une injonction. Alors c'est un ouvrage collectif, les textes d'une dizaine de jeunes Sénégalais, et nous allons tout de suite vous présenter ce livre. Politisez-vous, c'est l'essai dont nous allons parler. Alors j'ai invité sur le plateau deux des co-auteurs pour discuter avec eux du contenu de ce livre. Il s'agit de Youssou Owens Ndiaye, qui est ingénieur en mathématiques appliquées, militant politique. Et puis le deuxième invité, Farindao, il est aussi militant politique, ingénieur géologue, artiste poète aussi, et intéressé par l'interaction entre l'écologie et l'économie. Alors cet ouvrage, Politisez-vous, être politisé pour être politique et s'engager, finalement c'est ce que vous proposez en toute conscience. Alors c'est une injonction que vous faites particulièrement à l'endroit des jeunes, c'est eux que vous appelez à s'engager en politique. D'ailleurs, vous semblez disqualifier les plus âgés, on en parlera tout à l'heure, mais d'abord peut-être nous parler comment est né cet ouvrage. Alors, merci déjà M. Ken de votre invitation. Je pense que vous faites partie de ces anciens qui permettent encore à la pensée libre d'avoir libre cours dans ce pays. Et nous vous en remercions. Alors, ce livre est une injonction, certes, mais elle est également un cri du cœur. Parce que nous nous sommes rendus compte que la jeunesse africaine n'investit plus le champ politique en tant qu'utopie et préfère se réfugier, entre guillemets, dans d'autres activités, l'entrepreneuriat, l'activisme digital, l'entrepreneuriat social, et dénigre quasiment systématiquement la politique. Or, de par nos sensibilités diverses, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait stopper l'hémorragie. Et pour certains d'entre nous, qui sommes des militants politiques, avec d'autres qui ne le sont pas, inviter justement le reste de la jeunesse à être conscient que les problèmes de l'Afrique sont urgents, importants, sont graves, et que nous ne pouvions pas faire l'économie d'un champ aussi décisif que le champ de la politique. Maintenant, ce champ, et l'acception du terme, est large. Je pense que nous en reparlerons, et en tout cas, c'est une invitation, un appel, un cri du cœur et une injonction aussi, parce que nous pensons qu'il y a urgence. Oui. Au-delà de l'injonction, l'incitation, alors ça paraît, la manière dont vous le faites, une urgence, une nécessité. Que les jeunes s'impliquent en politique, s'y intéressent. Oui, tout à fait. C'est une urgence, c'est une nécessité, d'autant plus que lorsqu'on prend l'exemple de notre pays, nous avons une classe politique qui est vraiment vieillissante. Donc c'est important que de nouveaux acteurs vraiment apparaissent. Maintenant, ces nouveaux acteurs-là, il faudrait qu'ils aient une vraie conscience politique. C'est important. Parce que la politique est au début et à la fin de tout. Sankara disait que nos problèmes, nos difficultés sont politiques, le remède sera forcément politique. Donc c'est important. Au-delà même d'être partisan et de s'engager dans un parti politique,
d'avoir un regard politique sur les choses, une conscience politique et de se rendre compte que c'est la politique vraiment qui permet d'avoir de nouvelles utopies, d'avoir un cap nouveau et de changer la vie des populations. Oui. Alors vous dites, en fait, c'est le postulat que vous posez, si on ne fait pas de la politique, si on ne s'y intéresse pas, on ne peut rien changer. Oui, l'idée ici est de dire que l'être humain, dès qu'il décide de vivre en société, commence à établir des rapports avec les autres. Ces rapports peuvent être des rapports de domination, des rapports d'influence, des rapports économiques, et ces rapports sont régis dans le cadre de l'État par la loi. Et donc si nous ne sommes pas conscients de ces rapports-là, si nous ne savons pas quelles sont les lois qui régissent ces rapports entre nous et les autres, au final, on fait des mauvais choix. Et c'est ce que l'un des co-auteurs du livre, Mbougar Sarr, qui a écrit aussi le roman Terre Sainte, que vous aviez invité sur votre plateau, c'est ce que Mbougar dit dans son texte. Mbougar dit qu'il est autant les gouvernements africains, de par leur inaction, que les peuples qui leur donnent un blanc-seing et qui finissent par se désintéresser de la chose. Donc, lorsqu'on n'a pas conscience de l'importance du politique et qu'on se contente juste de faire de la politique, on finit par ne pas être au fait des vrais rapports qu'il faut renverser ou confirmer au sein de la société. Et particulièrement la jeunesse aujourd'hui, parce que la politique, au final, n'est que la résultante de ce qu'en font les acteurs politiques. Si il y a des rapports de force au sein du jeu politique et qu'il y a plus de gens mal intentionnés, de gens négatifs, de gens vindicatifs, la politique finira par être mal intentionnée, négative et vindicative. Or, beaucoup de jeunes aujourd'hui se disent engagés, propres, vertueux, qu'ils investissent un champ comme celui de la politique également, ou au moins qu'ils diffusent une idée politique positive. Et nous avons voulu, à travers ce texte, parler justement des différents champs qu'on pouvait changer, les champs de la vie, comme la justice, l'humanisme, l'écologie, les droits des femmes, écrit par une jeune étudiante de l'ISM, Tabara, qui en parle. Et nous pensons que voilà, il n'y a pas à fuir la politique pour changer ces choses de la réalité-là, parce que la politique, comme le dit Youssou, et ce que disait Mitterrand, je crois, elle vise à changer la vie. Alors, quand vous parlez de rapports au sein de la politique, alors ces rapports, est-ce que vous pensez que c'est insuffisant, ce rapport entre, par exemple, pouvoir-opposition? La politique, en fait, c'est comme ça qu'on la vit, c'est comme ça qu'on la voit. Le spectacle auquel on assiste, des gens qui s'opposent, les gens perçoivent ainsi. Oui. Alors, quand vous... Oui, allez-y. Oui, donc je pense que le rapport, ce rapport de force, c'est comme ça que les gens le vivent, le voient, comme la campagne qui est passée nous montre. Oui, c'est comme ça que les gens le voient, mais c'est une mauvaise image, c'est un leurre. Parce qu'en fait, il faut faire la dichotomie, à mon avis, entre la politique et les hommes qui pratiquent la politique. Nous avons eu le malheur en Afrique d'avoir des hommes politiques peu vertueux. Mais ce n'est pas la généralité. Ce n'est pas ça la politique. La politique, c'est un engagement, c'est un don de choix. C'est un don de soi. C'est un don de soi, c'est avoir un projet, une certaine utopie, un rêve pour un peuple, et puis se sacrifier pour que ce rêve-là puisse pouvoir vraiment advenir. D'accord ? Alors, dans d'autres pays, il y a bien des hommes politiques qui font marcher les choses. Donc, preuve que ce n'est pas la politique qui est en cause, c'est peut-être les hommes qui en pratiquent, qui la pratiquent, qui peuvent être en cause. Donc, c'est pour cela que nous faisons cet appel-là, nous lançons ce cri du cœur pour dire que nous avons besoin d'hommes et de femmes qui ont vraiment un amour de l'autre, qui sont désintéressés et qui veulent vraiment
relever les enjeux et les défis de notre continent. Farid l'a rappelé tout à l'heure, c'est un enseignement public de qualité, c'est un système de santé publique de qualité, c'est une justice équitable, c'est une justice sociale. On en a parlé dans le livre, Racine Demba parle beaucoup de justice dans son texte, et ce sont des enjeux qui sont là et que nous devons relever parce que nous ne pouvons plus continuer à vivre comme ça. Oui. Alors, ce que vous donc reprochez, ce que vous ne voulez pas, vous dites que la politique, c'est la manière dont la politique est faite qui n'est pas bonne. Les politiciens n'ont pas d'empathie, ils ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Je résume comme ça. Et que par ailleurs, quand vous dites, il faut les jeunes, alors vous disqualifiez leurs aînés. En réalité, leurs prédécesseurs, disons. Il y a un... Est-ce que forcément régler la question, ce serait d'enlever les aînés et de mettre les jeunes? Est-ce que les jeunes seraient plus vertueux? Oui. Non du tout, ce n'est pas du tout les disqualifier, bien sûr. Mais la jeunesse, c'est le moment de l'énergie. La jeunesse, c'est le moment de l'espoir. La jeunesse, c'est le moment du rêve. Donc c'est pour ça que c'est important que les jeunes s'investissent en masse dans le champ politique. Bien sûr, nous avons besoin de gens qui sont plus expérimentés dans le champ politique. Mais ce moteur-là qui doit amener à vraiment construire un nouvel avenir, un nouveau rêve et de nouvelles utopies, à notre avis, ce sont les jeunes qui peuvent le porter. C'est pour ça que nous nous intéressons vraiment aux jeunes dans ce bouquin. Donc si Farid peut compléter. Oui, et puis il y a également une autre dimension, pour en revenir aux deux acceptions du terme. La politique n'est pas seulement la gestion d'État, ou en tout cas la compétition électorale. Elle est également la recherche de nouvelles utopies. Quelqu'un comme Felwine Sarr, par exemple, est quelqu'un qui a un discours politique sur la cité. Il pense que voilà, nous devons faire, à travers son livre Afrotopia, que nous devons faire advenir de nouvelles utopies et donc changer nos imaginaires, les décoloniser, puis faire émerger quelque chose de nouveau. Ça, c'est un regard politique sur la société. Et donc, dans ce champ-là, effectivement, les sages ou les adultes ou les hommes plus âgés ont quelque chose à transmettre. Mais de la même manière que dans notre société traditionnellement, la gestion par exemple de la maisonnée passe des adultes aux plus jeunes ou passe du troisième âge aux gens qui sont dans la force de l'âge, de la même manière, la gestion du pouvoir ou l'avènement des idées doit également passer. L'Afrique est un peu tenue par plusieurs petites féodalités qui, accumulées les unes aux autres, nous maintiennent en fait dans cette ornière-là. Là, il y a la gérontocratie que nous décrivons, que je décris ici, mais il y a également un peu l'obscurantisme religieux qu'on voit qui progresse. Et un ami qui s'appelle Ella Suleiman Gassama a écrit un très beau livre d'ailleurs sur le sujet, Un Dieu et des mœurs. Il y a également voilà, les milieux d'affaires qui tiennent un peu nos économies et tout ça dans un triptyque, une espèce de syndicat des intérêts particuliers. Et nous, aujourd'hui, les jeunes, quel champ pouvons-nous investir? Le champ religieux est héréditaire. Le champ des affaires, tout le monde n'est pas doué, mais nous avons le choix, nous tous, de nous investir. Il n'y a que la politique pour faire changer les choses. En tout cas, la politique est le monde des idées. Oui, parce que la politique sans les idées, la politique sans idéologie, sans utopie, n'est que vaine, n'est que ruine de l'âme. Et puis pour compléter cela, Farid a parlé d'une, bon, ce que j'appelle moi une trilogie infernale. Hein. Ce sont des castes qui nous tiennent. C'est actuellement la caste politique, une partie des religieux et puis la caste des hommes d'affaires qui sont là et qui défendent leurs intérêts particuliers. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les démunis, les pauvres, ceux qui n'ont pas de voix, ils seront tout simplement écrasés. Et là où la politique peut aider, Amidou le dit dans son texte, c'est qu'on peut restaurer la puissance publique. L'État a le devoir d'être fort pour
justement pouvoir enrayer toutes ces mécaniques-là d'intérêt particulier et puis partisane, et puis mettre tout le monde sur le pied d'égalité, et comment dire, que tout le monde ait les mêmes chances de réussite. L'égalité des chances, c'est important. Et ça, il n'y a que la puissance publique qui peut le restaurer à travers la politique. Alors, cet engagement politique, donc se politiser, aller vers la politique, s'y intéresser, ce serait le cheminement normal, c'est l'engagement, et vous dites même la citoyenneté. J'ai noté quelque part que l'indignation est le moteur de la citoyenneté. Je ne sais pas lequel d'entre vous l'a écrit, hein, mais donc aller vers la citoyenneté en fait. Oui, on commence toujours par s'indigner. Et d'ailleurs, ce livre est un peu une suite du Indignez-vous de Hessel, de Stéphane Hessel, livre écrit en 2010, je pense, où là, il invitait justement les peuples dans les pays occidentaux, où là, ils sont vraiment très avancés dans la consommation passive, où il disait, mais indignez-vous, et c'est le mouvement des indignés en Espagne aussi, les indignados, ou de Occupy Wall Street aux États-Unis. Et nous, ici, nous disons qu'il faut aller au-delà de l'indignation, parce qu'on constate que la jeunesse africaine est indignée. Il y a les mouvements Y'en a marre, Filimbi, un peu partout, les citoyens. Il y a cette indignation-là. Il y a également des jeunes auteurs qui écrivent. Il y a des entrepreneurs, il y a des associatifs, des gens dans le monde associatif qui essaient de faire bouger les choses. Combien de gens aujourd'hui se battent pour sortir les talibés de la rue? Beaucoup. Il y a beaucoup d'associations. Mais laquelle de ces associations peut contraindre les religieux? Certains, en tout cas. Laquelle de ces associations peut faire appliquer la loi? Seule la puissance publique le peut. Donc il faut au moins que les gens aient conscience que la principale force dans ce pays, parce que la Constitution qu'on s'est collectivement choisie le lui confère, c'est l'État, et que donc nous avons le devoir de choisir des personnes donc qu'il faut pour gérer cet État, et ce choix-là doit se baser sur un libre arbitre politique. Et ce libre arbitre, il faut le développer. Maintenant, et comment on le développe? On le développe dans son réseau personnel, à travers des discussions avec des savants, ou en tout cas en se voyant inculquer cette liberté de pensée critique et politique à l'école. Et qui gère l'école? C'est les politiques à nouveau. Donc, in fine, on revient toujours dans cette espèce de tautologie où le raisonnement, et lorsqu'on écoute souvent les jeunes Africains, ils le disent, où le raisonnement finit toujours par revenir aux politiques. Les jeunes artistes se plaignent des politiques, les jeunes entrepreneurs se plaignent des politiques, le monde associatif se plaint des politiques. Au final, il faudrait bien que certains développent de nouvelles utopies et se détachent pour aller dans ce monde-là. Oui. Alors pour changer ce qui ne va pas, hein, qui est énuméré d'ailleurs dans vos textes, alors pas seulement faire de la politique, mais vraiment détenir un pouvoir, aller en politique pour détenir le pouvoir. C'est la finalité de la politique, quand on s'y engage. Là, influer sur les décisions. Oui, je pense bien que ce n'est pas pour rien que la compétition politique est aussi féroce. C'est parce que les gens qui s'y engagent, quel que soit leur degré de vertu, sont conscients de sa puissance. Que ce soit sa puissance sur leur sort personnel, avec leur enrichissement pour ceux que cela intéresse, ou bien, pour d'autres qui sont plus vertueux, peut-être la puissance de capacité de changement de la politique. Et c'est une finalité pour ceux qui s'engagent dans le champ politique partisan. Mais la politique, son but premier, c'est de changer la vie. Et donc même les partis politiques, leur rôle premier, c'est d'élever le niveau de conscience politique des gens. On entend souvent cette phrase un peu galvaudée qui dit que l'essence d'un parti politique, c'est d'aller à la conquête du pouvoir. Et oui. Dès que l'on dit ça, on instaure. C'est vrai que les partis sont nés dans un contexte bien précis, où on les appelait factions, mais là, nous pensons que nous avons la liberté aussi de redéfinir les termes et de redéfinir les finalités. Et aujourd'hui, je pense que l'une des responsabilités d'un parti politique, c'est d'élever le niveau de conscience citoyenne et politique. Et ce n'est pas que le politique, parce que les associatifs également ont une vision politique. Il y a plein d'associations qui sont de gauche ou bien qui sont écologistes.
ils ont une vision politique sur le monde. Et il n'y a pas que eux qui doivent le faire, il faut également qu'il y ait de la pensée critique qui soit développée dans ce sens-là. Et même si la gestion d'État est un aspect, elle n'est pas la seule. Parce que le pouvoir est un espèce de continuum qui est quand même diffus dans différents cercles, les cercles religieux, les cercles économiques, les cercles politiques. Nous, on dit qu'il faut contrôler le pouvoir dans le cercle politique, mais il faut également mener, comme le disait Antonio Gramsci, un combat d'hégémonie culturelle dans la société pour essayer de diffuser des idées en dehors du champ politique, dans la masse. Parce qu'in fine, c'est la masse qui... Alors, quand je vous pose des questions sur être au cœur du pouvoir, pour s'opposer à un pouvoir, il n'y a qu'un pouvoir qui peut s'opposer à un autre pouvoir. C'est pour ça que j'ai dit l'engagement politique, en fait, c'est quelle va être la finalité. Tout à l'heure, on a dit citoyenneté. Et vous savez, c'est par étapes. Politisez-vous, engagez-vous, intéressez-vous à la politique, l'engagement. Alors, mais sans le pouvoir, on ne peut pas s'opposer à un pouvoir. Surtout, ce pouvoir ne fait pas les choses bien. Comment on peut contrecarrer cela? Oui, c'est ça que je dis. Oui. Je pense qu'il a commencé à répondre à la question. C'est-à-dire que nous sommes actuellement dans une situation telle où tout le monde, la quasi-totalité de la jeunesse a vraiment démissionné de la politique et s'est détourné. Hein. On entend même des phrases telles que la politique ne sert à rien. Oui, ils disent même qu'elle est dégueulasse. Hein, voilà, elle est dégueulasse. Oui, je le dis dans le texte. Ça, hein, voilà, c'est ça. Mais ce sont les hommes politiques qui sont dégueulasses. Je le répète, ce n'est pas la politique qui est dégueulasse. Ça, c'est une nuance qu'il faut apporter. Mais ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas qu'on se lasse du discours. Il ne faut pas qu'on se lasse du discours. On a besoin, dans ce Capharnaüm, dans ce charivari, d'avoir un discours alternatif, des idées nouvelles, qui disent aux gens, écoutez, nous sommes certes dans une situation difficile, mais nous pouvons nous en sortir. Et c'est possible. Et c'est le sens vraiment de l'appel que nous faisons. Il ne faut pas désespérer. Oui. Parce que désespérer de la politique, c'est désespérer des hommes, comme l'a dit Aminata Dia dans son livre, dans son texte. Et puis, essayer de diffuser des idées nouvelles dans la masse, c'est quelque chose qui peut prendre quelques années, bien sûr, mais qui n'est pas impossible à faire. Parce que ailleurs, des gens l'ont réussi et ça peut marcher. On refuse le fatalisme, en fait. Donc, faire comprendre que ce n'est pas la politique qui est moche, mais c'est la manière, c'est les hommes qui la pratiquent mal, c'est les hommes qui pratiquent la politique qui la font mal. C'est cela le message fort, entre autres. Entre autres, oui. Entre autres. Et au-delà, dire que chaque individu a un pouvoir sur le déroulé des choses. Chaque individu, de par l'élévation de sa compréhension des problèmes, peut à lui-même constituer un contre-pouvoir. Et l'addition de ces micro-contre-pouvoirs peut constituer un contre-pouvoir au pouvoir principal. Par exemple, lorsqu'on veut imposer, je ne sais pas, une exploitation géologique minière dans une zone où la population est consciente que ça va détériorer sa santé, ça va détériorer l'environnement, ces gens-là, ils sont conscients en fait qu'il n'y a pas que l'économie ou l'économisme même qui est important dans la vie. Il y a également d'autres champs, comme le confort avec son environnement, le droit à un environnement sain, le droit à une santé. Et lorsqu'on arrive à diffuser ces idées-là chez les gens, ils sont suffisamment outillés pour là, maintenant, eux, s'opposer à des décisions politiques. Donc c'est ça le sens de Politisez-vous. Et même si au Sénégal, il y a 65% de personnes qui ne savent pas lire ou écrire le français, c'est assez paradoxal qu'on écrive un livre pour nous adresser à la masse. En tout cas, nous essayons et nous essaierons de diffuser cette pensée-là dans les langues nationales, parce que c'est important, et c'est un des credos d'ailleurs de certains d'entre nous. Nous pensons que nous ne pouvons pas, nous, intellectuels, continuellement nous couper de la masse, lui parler dans une langue qu'elle ne comprend pas, et après vouloir qu'elle change, et lorsqu'elle ne le fait pas, la traiter d'inculte. Il faudrait que ces idées-là, les intellectuels organiques, les prennent en charge et diffusent cela. Donc,
effectivement, les politiques ne font pas bien leur boulot parce qu'ils sont engagés pour cela, mais il ne faut pas, et c'est encore une fois l'esprit principal du texte de Mbougar Sarr, il ne faut pas se défausser sur eux. Les politiques sont des citoyens qui sont montés au créneau. Oui. Et nous avons le devoir de faire de même. Il ne faut pas leur laisser tout le champ politique. Exactement. Voilà. Et alors, vous écrivez aussi que vous les appelez à être des acteurs politiques, la jeunesse, les gens auxquels vous vous adressez, et d'éviter l'opportunisme, ce qui n'est pas facile, et militer pour des causes et non pas pour des intérêts. Oui, c'est le sens de l'engagement. Oui. C'est le sens de l'engagement. C'est-à-dire que militer pour des causes et des changements, des convictions, des valeurs, des principes. C'est un gros boulot, ça. Hein? Oui, c'est un gros boulot. C'est un gros boulot, mais bon, à mon avis, nous en discutons beaucoup. Oui. L'une des choses qui peut faire que les opportunistes se détournent de la politique, c'est tout simplement enlever les privilèges des politiques. Voilà. On ne peut pas être parmi les pays les plus pauvres du monde et puis avoir des gouvernements qui roulent avec les berlines les plus chères du monde. C'est un paradoxe insurmontable, c'est pas possible. Prenez le budget actuellement des présidences africaines, le budget de n'importe quel palais présidentiel africain, il est proche de celui de l'Élysée en France. La France qui est la 5e puissance mondiale, pays riche de 60 millions d'habitants. Nous sommes des pays de 15 millions d'habitants, 14 millions d'habitants. Nous dépensons énormément. Nos États sont obèses. Et ça, bien évidemment, ça attire les opportunistes. Et l'une des ruptures, justement, qu'on peut apporter, c'est de dire désormais faire de la politique, c'est une profession de foi. On n'y va pas pour s'enrichir et il n'y a plus de privilèges. Et ça, il n'y a que le politique qui peut décider ça du jour au lendemain. C'est pas quelqu'un d'autre. Et juste pour compléter, il faut souligner la diversité des profils dans les gens qui ont participé à l'écriture de ce livre. Il y a des écrivains, il y a des ingénieurs, il y a des entrepreneurs, il y a des journalistes. Et bien que nous soyons tous conscients qu'il faut une politisation et un engagement politique chez les jeunes, nous sommes également conscients qu'il faut développer peut-être une expertise. C'est que aussi, il est très bien d'avoir une conscience politique, mais si on ne peut rien faire de ses mains ou de son cerveau, qu'on ne peut pas apporter à son pays dans un domaine bien déterminé, après, ce sera également du verbiage. On va répéter les mêmes erreurs de peut-être certains anciens. Donc, l'engagement politique nécessite de la compétence, il nécessite une profession de foi. Et d'ailleurs, c'est ce que Abdoulaye Sen, qui lui a écrit par rapport à l'humanisme dans le texte, il dit que toute entreprise politique doit avoir un socle profondément humaniste et spirituel. C'est lorsqu'on n'est pas convaincu qu'on vient dans ce champ-là pour changer la vie des gens, pour aider le pauvre talibé qu'on voit le matin dans la rue, pour empêcher que la femme qui accouche en allant à l'hôpital sur une charrette, pour que cela n'arrive plus. Quand on n'est pas profondément convaincu qu'on le fait pour l'autre, ce n'est pas la peine de le faire. Et pour verrouiller, entre guillemets, cela, arriver à attirer les gens les plus altruistes vers la politique, il faut peut-être, comme le dit Youssou, couper les privilèges. Parce que si les véreux voient qu'il n'y a que du bruit, que des coups à prendre, ils se retireront. Oui. Alors, vous voyez ce que vous proposez. Est-ce que vous entendez les hommes politiques? Tous, chaque fois qu'ils parlent, ils nous promettent des choses merveilleuses. Voilà, ce discours. Donc, vous aussi, vous dites à peu près la même chose. Il faut que, si on fait la politique autrement, ce serait de cette manière qu'on vivrait. Mais les gens qui font la politique, qui en vivent et qui ont le pouvoir, chaque fois qu'ils s'adressent aux gens, ils leur promettent des choses très belles. Alors c'est ça aussi, c'est le discours politique. Comment peut-il être crédible
d'où qu'ils viennent, hein, de votre côté, de notre côté, c'est un peu ma question. Oui, Mon après, interrogation, oui. je Ce que vous dites est magnifique, vraiment, la politique autrement, de manière vertueuse, voilà, avec, parce que vous, par exemple, vous dites que Farinda, oui, c'est vrai, et l'écologie est importante, vous dites tout est politique, même l'écologie. Avec une bonne politique, on pourrait régler les problèmes écologiques qui menacent pas seulement le pays, mais la planète entière. Voyez-vous. oui, on peut tout à fait faire cette critique objective aux hommes politiques. Leur dire oui, mais vous faites des discours et alors, derrière, quelle garantie nous avons? On peut vous considérer comme des hommes politiques, là. On peut considérer que nous sommes des militants politiques. Sauf Oui. qu'ici, notre appel, il n'est pas militant. Oui. D'ailleurs, nous avons tenu dans ce livre à ce qu'il y ait des gens qui militent dans des chapelles différentes. Ouais. On a même contacté des jeunes amis qui sont dans le parti au pouvoir et qui ont une sensibilité proche et on voulait qu'ils participent parce qu'on voit que c'est des gens altruistes, sincères. Il y a des gens altruistes et sincères partout. On n'est pas dans la caricature. Et nous ne sommes pas non plus dans l'idéalisme en disant que certains d'entre nous qui sommes engagés politiquement sont les meilleurs. Non. Et on peut faire cette critique-là aux hommes politiques. Vous ne faites que discourir. Mais au final, le religieux ou l'imam qui prêche le vendredi, il ne fait que discourir. Ouais. Nous aussi, nous qui voulons changer la société, apporter de nouvelles utopies, faire marcher la santé ou changer la République, nous ne pouvons que parler au cœur des gens, parler à l'esprit, parler à l'intelligence des gens, comme l'artiste, comme le poète. Je veux dire, on ne peut pas dénier ça à l'homme politique. Et moi d'ailleurs, j'insiste, je pense que ces dernières années, le Sénégal a pris un tournant qui est peut-être un peu dangereux dans le sens où l'homme politique se sent obligé de faire des interventions à caractère économique. Moi, je récuse cela. Ce n'est pas à l'homme politique de financer les ASC dans son quartier. Ce n'est pas à l'homme politique de... Il peut être présent, il peut penser à des solutions, il peut diffuser des idées. Mais dès le moment où il installe un rapport économique avec les gens, il ne faut plus s'étonner qu'une fois arrivé au pouvoir, qu'il perpétue cela. Oui, vous savez, un homme politique qui ne fait pas ce genre d'action est considéré comme étant un mauvais homme politique. Oui, Égoïste. c'est malheureux. C'est malheureux que nous en sommes arrivés là. En fait, et vraiment, votre première question, c'est comment en êtes-vous arrivé là? Oui. C'est-à-dire que quel est le cheminement que vous avez fait pour vraiment écrire ce livre? Oui. Enfin, nous sommes, pour la plupart, une bande d'amis qui nous connaissons. Bon, depuis longtemps, on se rencontre souvent, on discute et nous avons fait ce constat-là, hein, de l'état vraiment de la relation mercantile qu'ont les hommes politiques avec les populations, de l'état du pays, de l'état de la conscience des gens, parce que vraiment, nous avons des problèmes avec nos utopies. Fedwin Sarr l'a bien rappelé. Mais maintenant, tout ce que nous pouvons faire, c'est de dire nous pouvons vivre autrement. Il y a une alternative à la justice sociale, à la santé, à l'éducation publique de qualité. Et bon, et comme dit Fari, on va essayer de parler avec le cœur. Et peut-être que ce qui vient du cœur ira au cœur des gens. Oui. Alors, dans ce collectif, il y a Amidou Anne, Aminata Dia, vous, hein, Youssou Owens Ndiaye, Racine Hassan Demba, Farindao sur le plateau, Fanta Diallo, Fatima Zaha Sall, Mohamed Bougar Sarr, Abdoulaye Sen, Tabara Korkania. Il y a des femmes, parlez aussi des femmes. Alors, les femmes, vous dites dans ce livre, oui, il faut aussi que les femmes aillent au-delà d'être des militantes, des électrices, hein, au-delà de cela. Oui. Parce que très souvent, on les a confinées dans ces rôles-là. Tout à fait. Et de la même manière que Nicolas Sarkozy disait à propos de la Chine qu'on ne peut pas mépriser un cinquième de l'humanité, nous ne pouvons pas mépriser la moitié de l'humanité. Nous ne pouvons pas faire advenir des changements en écartant celles qui donnent la vie, celles qui éduquent, celles qui font vivre l'économie dans les zones rurales. On a vu il y a quelques semaines, avec le drame qui s'est passé à Betenti, que ces femmes-là travaillent. Et elles sont au cœur de la société, surtout dans des sociétés africaines qui étaient matriarcales pendant un très long moment. Et les femmes
que ce soit au niveau de du droit de disposer de leur corps, du droit d'étudier. On voit qu'il y a un décrochage scolaire juste après la 3e. Quand les filles commencent à avoir 15 ou 16 ans, les statistiques officielles montrent que les filles décrochent. Et au final, ce sont les hommes qui finissent par avoir le savoir. Dans les zones rurales, ils ont le savoir religieux. Dans les zones urbaines, le savoir occidental ou républicain ou en tout cas scolaire officiel. Et ce qui se passe, c'est qu'on perpétue ces rapports de domination-là. Et la politique se prononce sur ces sujets, ou doit le faire. Toutes les personnes qui viennent, qui disent aux femmes, oui, venez, soutenez-moi, et on va vous donner un t-shirt, un sandwich, c'est du mépris. C'est du mépris, c'est un manque d'humanisme. Parce que toute personne qui respecte son épouse, sa femme, sa fille, mais n'a pas le droit de mépriser de la sorte l'épouse, la femme, la fille de quelqu'un d'autre. C'est un principe élémentaire d'humanité. Et la politique se prononce sur ces sujets-là, et je suis très heureux que ce sujet ait été écrit par une jeune étudiante, elle a 21 ans, on est un peu dans la tranche de la jeunesse, mais il y a peut-être 10 ou 14 ans d'écart entre nous tous. Et Tabara en parle très justement dans son texte. Je pense que c'est d'ailleurs l'un des meilleurs textes de ce bouquin. Et nous avons tenu, malheureusement, nous ne sommes pas arrivés à avoir une parité parfaite. Finalement, il y a eu 60% d'hommes et 40% de femmes. Mais pas mal. La prochaine fois, on s'améliorera. Alors donc, politisez-vous. Alors, quand même, donc, voilà, vous appelez les jeunes à se politiser, à s'intéresser à la politique, pour toutes les raisons que vous avez expliquées et énumérées au cours de cette émission-là. Il y a quand même des références qui existent, hein, parce que vous dites ceux qui sont en politique depuis longtemps ont échoué, on l'écrit, les mêmes questions, on fait des élections, des gens sont élus et puis les problèmes restent et à chaque élection rien ne change. Chaque fois que le pouvoir change, rien ne change. Mais il y a quand même des gens qui ont été bien. Quand on parlait tout à l'heure, vous parliez des gens comme, oui, Sankara, il a fait des choses. Il y a des gens dont on peut être fier. Des Nkrumah, ils ont fait des choses. Nelson Mandela, même s'il n'est pas resté longtemps, parce que voilà. Il y a quand même oui, il y a de quoi s'inspirer. Effectivement. Hein? Il y a Aminata en parle également dans son texte. Oui. Et d'ailleurs, je suis très content qu'on ait eu ces plumes féminines dans le livre. Elle dit que le passé n'est pas fait d'ombre, oui, comme le présent n'est pas dénué de lumière. Mais c'est cela. Il n'y a pas que des mauvaises choses dans le passé. Et on admire beaucoup d'anciens hommes politiques, les Cheikh Anta Diop, etc. Donc, il y a les individus, oui, mais il y a également les systèmes. Il ne faut pas oublier, et ça... Ndongo Samba Sylla, qui est un docteur en économie du développement, en parle un peu. Il dit que nous vivons un peu dans un état, les démocraties libérales, un peu dans un modèle économique un peu néocolonial, et il faudrait qu'on ait une vraie réflexion sur les institutions. Parce que ce n'est plus seulement au pouvoir exécutif, par exemple, ou législatif, de détenir le pouvoir. Et ça, un chercheur français qui s'appelle Pierre Rosan-Vallon en parle. Le pouvoir doit être diffusé et décentralisé. Il y a une recherche à faire dans la démocratie directe pour donner aux populations les moyens de directement faire la politique et donc de décider de leur avenir. Très bien. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Donc, Farid Ndao et Youssou Owens Ndiaye nous parlaient de cet ouvrage collectif, n'est-ce pas? Politisez-vous. J'aime bien cette phrase, la politique ne peut pas tout, mais elle peut quelque chose. Hein? Et pour changer les choses, il faut être au cœur de la politique. Faire de la politique, c'est par une bonne politique qu'on peut changer positivement les choses. Merci d'être venu. Nous passons à la deuxième partie de cette émission.